Nous sommes à Barcelonnette, une petite ville de 2600 habitants en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Située à plus de 1000 mètres d'altitude, cette station estivale est appréciée pour la beauté de ses paysages et pour la quiétude de ses habitants, les Barcelonnettes. Ce qui fait la popularité de cette petite ville, c'est effectivement sa situation géographique, le sentiment de calme qu'elle procure à l'extérieur, et puis c'est souvent, lors des grandes migrations hivernales, le passage obligé vers les stations de ski des Alpes du Sud. Le soir du vendredi 18 juin 2010, la ville célèbre avec un peu d'avance la fête de la musique. Dans le petit bar de la rue Mercière, les habitants trinquent gaiement, mais vers 23h30, l'ambiance chaleureuse de cette nuit d'été vire au drame. Là, il y a un cri terrible qui retentit de la fenêtre du 3e étage du même immeuble où se trouve le bar, et quelqu'un qui appelle à l'aide. Cet homme qui appelle à l'aide s'appelle Philippe. Il est âgé de 47 ans. À Nice, l'un de ses amis entend ces cris et se précipite dans l'appartement pour voir ce qui s'y passe. Et là, il découvre son copain, ami Philippe, couvert de sang et qui ne cesse de répéter qu'il va mourir. Le jeune homme est en état de choc et appelle immédiatement les pompiers. Au même moment, la brigade de gendarmerie de Barcelonnette reçoit l'appel affolé de la gérante du bar, situé en bas de chez Philippe. Elle a entendu du bruit dans l'immeuble qui se situe au même endroit que cette auberge, et elle est allée voir, la porte de l'immeuble est défoncée. Elle va voir un petit peu dans les escaliers de cet immeuble, et là elle croise 3 hommes et elle leur demande ce qu'ils font là. Ils leur répondent on va le crever, on l'a crevé. Quelques minutes plus tard, les pompiers et les gendarmes arrivent sur les lieux où les attend Anis. À ses côtés, le corps de Philippe gît dans une mare de sang. Les pompiers tentent des gestes de réanimation de Philippe qui, à leur arrivée, est toujours conscient. Et puis très vite, son état se dégrade et il décède. Philippe vient de mourir. Manifestement, il aurait été agressé par 3 individus. Que s'est-il passé cette nuit-là dans ce village de montagne? Pourquoi Philippe a-t-il été agressé à son domicile? Qui pouvait en vouloir à cet homme de 47 ans, apparemment sans histoire? À Barcelonnette, il est près de minuit, lorsque les gendarmes commencent leurs investigations au domicile de Philippe. Les premières constatations d'évidence, c'est que la victime est tout à fait couverte de sang. Il n'y a pas une plaie, il y a énormément de sang. Et il y a aussi un visage qui a des traces d'hématomes qui laisse à penser qu'il y a eu une scène de violence qui a entraîné le processus qui conduira à la mort. Les enquêteurs relèvent également de nombreux indices sur la scène de crime, qui les mènent à une première hypothèse. Tout autour du corps de Philippe, il y a beaucoup de désordre. Il pense qu'il y a une bagarre qui a dû avoir lieu dans cet appartement. Il découvre des taches de sang. Il y a le téléphone portable de Philippe qui est également dans une flaque de sang. Et puis il découvre également un couteau qui, a priori, n'a pas de tache de sang. Un autre élément interpelle les enquêteurs. La porte de l'appartement n'a pas été forcée. Et visiblement, Philippe connaissait ses agresseurs. En attendant les résultats de l'autopsie, les gendarmes ont la lourde tâche de prévenir la famille de la victime. Et on se rend compte qu'on ne verra plus jamais son frère. Enfin, donc, que le coup près est tombé et que malheureusement, moi étant loin, je n'ai pas ni vu venir les choses, ni pu intervenir pour que ça n'arrive pas. Dans les rues de Barcelonnette, l'incompréhension est totale. Quand on a appris sa mort, on a ressenti quand même de la tristesse, bien sûr, de la tristesse, et puis des questions, quoi. Comment ça s'est passé, c'était dur quand même, hein. C'était dur. Parce que bon, c'est quand même quelqu'un qu'on connaissait.
Philippe avait-il des ennemis? Pour répondre à cette question, les enquêteurs s'intéressent à son histoire. Dans la vie de Philippe, il y a plusieurs étapes très marquées. Une enfance très protégée, paisible, heureuse à Aix-en-Provence, entre une maman infirmière et un papa fonctionnaire. Et alors que rien ne pouvait le laisser supposer, quand il a 17 ans, son père se suicide. Première fracture incroyable. Philippe quitte alors le sud de la France et mène une vie de bohème entre Paris et Londres. Pendant près de 20 ans, il vit au rythme de ses amours, de la musique et de son travail d'éducateur sportif. Mais à l'approche de la quarantaine, la solitude lui pèse. Philippe était triste de ses échecs sentimentaux, de ne pas avoir eu d'enfant, et de vivre une vie de célibataire avec les copains, certes, mais qui eux, se sont casés, ont eu des enfants. Pour noyer son chagrin, Philippe boit de plus en plus d'alcool. Et lorsque dans les années 2000, il s'installe à Barcelonnette, il passe la majorité de son temps dans les bars de la ville. C'est dans l'un d'entre eux qu'il fait la connaissance de Catherine, qui va devenir sa petite amie. Catherine, c'est une personne qui a une réputation un petit peu sulfureuse à Barcelonnette. Elle est connue pour des problèmes de boisson et des problèmes de stupéfiants. La famille de la jeune femme, et notamment ses 2 fils aînés, ne voit pas cette relation d'un très bon œil. Il transparaît qu'il y a des soupçons du côté de la famille de Catherine de ce que Philippe serait parfois violent avec elle. Il est évident que Philippe avait de mauvaises fréquentations. Mais à ce stade de l'enquête, ces éléments ne suffisent pas pour comprendre les circonstances de sa mort. Sur place, les gendarmes commencent l'enquête de voisinage et interrogent la gérante du bar, qui se trouvait sur les lieux à 23h30. Dans la pénombre de cette montée d'escalier, elle reconnaît 2 individus. Ils sont 3, mais elle en identifie très clairement 2. Pascal, qui a 47 ans, et son neveu, Benjamin, environ 20 ans. Benjamin, c'est également le fils de Catherine, la petite amie de Philippe. L'ami de Philippe, qui l'a découvert agonisant, est également entendu par les enquêteurs. Dans les heures qui ont précédé le drame, il raconte qu'il a vu Philippe et Benjamin ayant une altercation dans les rues de Barcelonnette. S'agirait-il d'une dispute qui a mal tourné? Benjamin aurait-il voulu venger sa mère, qu'il soupçonne d'être battue par Philippe? Et quel aurait été le rôle de Pascal, le beau-frère de Catherine, dans ce trio criminel? Dans les rues de Barcelonnette, 3 heures après le meurtre de Philippe, les gendarmes recherchent activement les 2 suspects identifiés par la gérante du bar. Le premier à être retrouvé et interpellé, c'est Pascal, qui est hébergé chez l'un de ses amis. Il est 2h30 du matin. Benjamin sera interpellé beaucoup plus tard, à plus de 4h du matin, à son domicile où il vit en concubinage. Conduits à la gendarmerie, les 2 hommes attendent d'être interrogés. De leur côté, les enquêteurs procèdent à la perquisition de leur domicile, en commençant par celui de Pascal, le beau-frère de Catherine. Lorsque les services de police se présentent au domicile de Pascal, on va retrouver un couteau pliable et notamment sur les vêtements qui vont être saisis par les enquêteurs, des traces de sang qui démontrent que manifestement il y a eu quelque chose de violent. Dans l'appartement de Benjamin, le fils de Catherine, la perquisition se révèle elle aussi très fructueuse. Au domicile de Benjamin, les enquêteurs ne retrouvent pas un mais plusieurs couteaux, dont un qui va retenir particulièrement leur attention. Il s'agit d'une lame de 10 cm. À ce moment-là, les enquêteurs se posent la question de savoir si oui ou non il y a 2 armes du crime. 2 armes du crime, donc 2 tueurs potentiels. Mis sous scellé, tous les objets sont envoyés à l'Institut national de la police scientifique de Marseille. Mais pour l'heure, dans l'attente des résultats, seules les déclarations des suspects peuvent faire avancer l'enquête.
Avant son audition, Pascal subit de multiples examens. On va vérifier si il est sous l'empire d'un état alcoolique. C'est le cas. Et par ailleurs, il est visité par le médecin de l'unité de médecine légale qui va constater qu'il y a des traces de lutte sur son corps et notamment, ce qui est important, des traces manifestement de couteau au niveau de l'avant-bras. Les enquêteurs peuvent à ce moment-là penser qu'il s'est passé quelque chose de violent, voire même extrêmement violent, quelque temps avant. Pascal est connu à Barcelonnette pour être un homme violent. En 2005, il a été condamné à 6 mois d'emprisonnement et de mise à l'épreuve pour des faits de violence, de rébellion et de dégradation volontaire. Lorsqu'il est entendu aux environs de 3 heures du matin, il se montre très coopératif. Il reconnaît les faits, c'est lui le coupable. Il dit qu'il était seul, qu'il n'y avait donc personne d'autre avec lui, qu'il était simplement allé voir Philippe pour avoir une explication et que, à ce moment-là, Philippe aurait sorti une arme et se sentant menacé, il s'était saisi lui aussi d'un couteau et avait planté Philippe. Pascal aurait donc tué Philippe pour se défendre. Les enquêteurs sont dubitatifs. L'homme de 47 ans dit-il toute la vérité? Cherche-t-il à couvrir son neveu, également présent sur les lieux du crime? Et qui est le troisième homme? À la gendarmerie de Barcelonnette, les enquêteurs s'intéressent à présent au profil de Benjamin, le neveu de Pascal, leur principal suspect. Benjamin est un tout jeune homme. Il n'a pas de casier. Très directement, c'est celui qui apparaît le mieux inséré. Il n'y a pas un trajet de rebelle. C'est quelqu'un qui travaille et qui vit en concubinage avec une jeune fille de son âge. Placé en garde à vue, le jeune homme de 20 ans donne aux enquêteurs une version bien différente de celle de son oncle. Benjamin explique que ce soir-là, il est en train de boire des verres avec son oncle Pascal, avec le fils de Pascal également, Johan, et puis sa petite amie qui est là. Et puis il y a une dispute qui va éclater entre Benjamin et Philippe, la victime. Le jeune homme reproche à Philippe les violences qu'il infligerait à sa mère. Il explique ensuite qu'il se serait mis à l'écart afin de faire redescendre la pression. C'est à ce moment-là que Philippe aurait quitté le groupe. Mais là, il observe que Pascal et Johan ont suivi Philippe. Il dit qu'à ce moment-là, il va les suivre, mais qu'au moment où il arrive dans l'immeuble, il entend un grand bruit, un grand fracas, ça l'effraie, et il part sans jamais avoir eu de contact, ou sans jamais même s'être approché de ce que l'on sait être la scène de crime, et ne pas s'être approché non plus ni de Pascal, ni de Johan. Les déclarations de Benjamin ne convainquent pas les enquêteurs, mais ils ont maintenant l'identité du troisième homme, Johan, le fils de Pascal, qui est immédiatement convoqué à la gendarmerie. Et à son arrivée, les enquêteurs se rendent compte que Johan a des traces de bagarre, notamment sur le corps. Et en vérifiant son casier judiciaire, ils s'aperçoivent que le jeune homme, âgé de 20 ans, a des antécédents. Les 3 mises en examen, c'est de très loin celui qui a le casier le plus lourd et le profil le plus violent. Entre 2006 et 2009, Johan a été condamné à 5 reprises pour vol, outrage et violence. Lorsqu'il est interrogé, il confirme le fait que son cousin Benjamin n'était pas dans la pièce au moment des faits. Quand ils entrent dans l'appartement, Philippe les attend. Il a un couteau à la main. Il tente de planter Johan. À ce moment-là, le jeune homme va se défendre. Une bagarre va s'en suivre. Le père de Johan, Pascal, va intervenir. Les 3 hommes tombent au sol. Alors Johan va expliquer que durant cette bagarre, lui ne va rien remarquer des coups de couteau de son père sur Philippe. Les enquêteurs sont sceptiques, compte tenu des résultats de l'autopsie qu'ils viennent de recevoir. Cette autopsie révèle 14 coups de couteau
porté quasi exclusivement sur la partie dorsale de Philippe. Les résultats de cette autopsie sont en contradiction complète avec la version de Pascal qui parle d'une légitime défense. Faute de preuves matérielles, les deux jeunes sont remis en liberté. Seul Pascal, le beau-frère de Catherine, qui a avoué le crime, est mis en examen et placé en détention à la prison de Luynes. Que s'est-il réellement passé ce soir-là? Quelle est la véritable implication de Benjamin? Et Catherine a-t-elle joué un rôle dans cette histoire? À Barcelonnette, malgré l'unique mise en examen de Pascal, les enquêteurs s'interrogent toujours sur l'implication des trois suspects. De leur côté, les habitants de la petite commune ne semblent pas convaincus, eux non plus, que le quadragénaire soit l'unique coupable. Des rumeurs ont circulé comme quoi Pascal aurait tout pris à son compte, le meurtre de Philippe. En attendant les résultats des expertises biologiques, les gendarmes s'intéressent à celle qui serait la cause de tout cela, Catherine, la compagne de Philippe. Où se trouvait-elle le soir du drame? Le soir des faits, Catherine est à l'hôpital depuis 15 jours. Elle y a été admise suite, dit-elle, à un accident ménager. Pour autant, sa famille, notamment Benjamin, penche plutôt pour des coups portés par Philippe sur Catherine. Après 2 mois d'hospitalisation, Catherine est enfin entendue par les enquêteurs. Et elle leur livre une révélation surprenante. Elle va raconter aux enquêteurs que Philippe l'a frappée. Il a voulu la forcer à avoir une relation sexuelle avec lui. Et lorsque Catherine a refusé, il lui a planté son couteau dans la cuisse. Cette déclaration conduit les enquêteurs à se demander si Benjamin n'a pas joué un rôle plus important dans le meurtre du compagnon de sa mère. Aurait-il voulu la venger? Ce sentiment pourra même être renforcé puisqu'ils apprendront que le 11 juin, c'est-à-dire 2 jours après l'agression de Catherine et moins de 10 jours avant le décès de Philippe, ce dernier a eu une altercation violente avec Benjamin, son frère et son père. Et ce n'est pas tout. L'été 2011, les premiers résultats d'expertise vont eux aussi à l'encontre de la thèse d'un unique meurtrier. L'on retrouve sur les 3 mises en examen du sang de Philippe. On va en retrouver sur leurs vêtements et concernant Benjamin, une étape de plus, puisqu'on va retrouver du sang de Philippe sur la pointe d'un couteau appartenant à Benjamin. Fait plus troublant encore, aucune trace du sang de Philippe n'a été retrouvée sur le couteau de Pascal, le beau-frère de Catherine. Pourtant entendu à plusieurs reprises par les enquêteurs, Benjamin continue de clamer son innocence. Il va expliquer et confirmer d'ailleurs qu'il n'est jamais rentré dans l'appartement de Philippe, qu'il est toujours resté sur un palier, dit-il, inférieur à celui de l'appartement de Philippe, mais que c'est à l'occasion de la redescente des escaliers avec son oncle et son cousin derrière lui, que du sang a pu tomber sur ses chaussures. Il s'est aperçu, rentré chez lui, qu'il y avait du sang sur ses chaussures, et il a gratté ce sang avec le couteau parallèlement saisi. Il est clair qu'à ce moment-là de l'enquête, ces explications de Benjamin ne nous sont pas apparues d'une très grande pertinence. C'est pour ces raisons que le 29 mai 2012, Benjamin, le fils de Catherine, et Johan, son cousin, sont à leur tour mis en examen. Mais fait rarissime dans le cas d'un homicide volontaire, le juge des détentions décide de les laisser libres, simplement placés sous contrôle judiciaire. Quel a été le rôle de chacun dans ce règlement de compte sordide? Lors du procès à venir, Pascal parviendra-t-il à convaincre les jurés qu'il est l'unique meurtrier?
Le 26 juin 2013, plus de 3 ans après les faits, s'ouvre le procès de Pascal, Benjamin et Johan devant la cour d'assises des Hautes-Alpes. C'est une ambiance un peu tendue au tribunal à l'ouverture de ce procès, notamment parce que 2 des accusés comparaissent libres, mais également parce qu'il y a la famille de la victime qui est présente. Sa mère et son frère se sont portés partie civile. Sur le banc des parties civiles, les proches de Philippe sont présents et ils attendent beaucoup de ce procès. On attendait que la lumière soit faite sur l'assassinat de mon frère et que la justice essaie d'avoir la vérité quant à la participation des trois personnes qui ont été inculpées dans cette affaire. Dans le box des accusés, on devine une tension extrême. Les 3 inculpés vont devoir répondre une nouvelle fois de leurs actes. Lors de ce procès, tout le travail pour les 3 accusés était d'expliquer qu'il fallait agir parce que Catherine était en danger vis-à-vis de Philippe, puisqu'ils estiment que Philippe portait des coups à Catherine et que donc il fallait intervenir pour arrêter ces coups. Quant au rôle joué par chacun, les 3 accusés sont dans des positionnements très différents. Pascal assume, il revendique, il était l'aîné, il en revendique encore plus que ce qu'on lui demande de revendiquer, quoi. Johan est dans la position de dire c'est pas ce qu'on voulait. On a le sentiment qu'il comprend que c'est d'une gravité extrême. En revanche, Benjamin a l'air presque surpris qu'on lui demande des comptes. Devant les jurés, Benjamin, le fils de Catherine, continue de nier toute implication dans le meurtre du compagnon de sa mère. C'est alors que les experts arrivent à la barre et leur témoignage va faire monter la tension d'un cran au sein de la cour d'assises. Il semble avoir été admis par tout le monde que l'explication de Benjamin, qui est de dire s'il y a eu du sang de Philippe sur la pointe de mon couteau, c'est que j'ai utilisé mon couteau pour nettoyer, gratter la semelle de ma chaussure. Sauf que rien ne démontre l'hypothèse qu'il y ait eu du sang de Philippe sous la chaussure de Benjamin. Manifestement, de nombreuses zones d'ombre subsistent dans cette affaire et le procès n'aide pas à les éclaircir. Alors l'issue du procès, c'est une inconnue totale pour tout le monde. Personne ne sait quelles vont être les condamnations et les responsabilités établies pour les 3 accusés. Le 13 septembre 2013, les jurés livrent leur verdict. Pascal est condamné à 14 ans de réclusion criminelle. Johan à 1 mois d'emprisonnement pour dégradation volontaire. Et nouveau coup de théâtre, Benjamin, lui, est acquitté. Benjamin s'est littéralement effondré au prononcé du verdict, comprenant très tard dans le prononcé qu'il avait été purement et simplement acquitté. La famille de Philippe, qui attendait des réponses lors de ce procès, repart de son côté avec les mêmes interrogations. Je me suis posé la question de savoir si un père, pour protéger son fils, pour protéger son neveu, n'était pas capable de mentir, de mettre le doute dans l'esprit des jurés. C'est ce qu'il a réussi à faire. Maintenant, lui seul sait, et eux, les 2 jeunes, savent ce qui s'est passé réellement. À Barcelonnette, aujourd'hui encore, tout le monde pense que ce drame aurait pu être évité. Du côté de la famille de Philippe, même si le procès a permis d'apaiser sa douleur, Georges, son frère, ne parvient toujours pas à faire son deuil. Mon frère me manque énormément, il était en photo auprès de mon lit, donc je le vois tous les matins. Quand je me lève, il est entre la fenêtre et moi, et il est très présent dans tout ce qu'on peut faire avec les enfants, dans tous les souvenirs que l'on a. J'essaie de le faire vivre, même s'il n'est plus là.